Proto-féminisme et anti-féminisme. En 1975 est sorti un livre, Paroles de femmes, qui n'aurait jamais été publié avant l'émergence simultanée dans tous les pays occidentaux de mouvements de libération des femmes, et qui pourtant n'en mentionne jamais l'existence. Sa problématique, c'est-à-dire sa façon de poser les problèmes, se situe avant l'action collective, dans les tout premiers moments de la révolte individuelle, dans ce qu'on pourrait appeler le proto-féminisme. Chaque phrase est une réponse à la question implicite « suis-je inférieur ?», question qui est bien le début de la révolte, mais qui en est aussi la fin si elle n'est pas dépassée, ou plus exactement transformée. Et cette question, ce livre, s'adresse aux hommes. Cela devient de plus en plus clair au cours des pages. À la fin, Leclerc les interpelle carrément, entre guillemets, « Sachez que… » Jamais elle ne s'adresse aux femmes, sinon pour les chapitrer, les sermonner et les rendre responsables de leur propre oppression. Position défensive, accusatrice et justificatrice tout ensemble, demande de légitimation, donc entre guillemets « reconnaissez comme juste mon combat contre vous », rien de tel pour réjouir l'oppresseur. Et réjoui il fut. Mais il serait trop facile de discréditer ce livre simplement parce que son auteur continue à vouloir se distinguer des autres femmes, c'est-à-dire à se voir en concurrence et non en solidarité avec elles, et qu'il a été, est-ce surprenant, acclamé par les hommes. Ce qu'il importe de voir, c'est pourquoi il a été acclamé par les hommes, et ce n'est pas seulement pour la raison donnée plus haut, c'est-à-dire en quoi il ne fait pas avancer la libération des femmes d'un pas, et au contraire conforte le système. En effet, aussi seule que soit Annie Leclerc et aussi isolée soit-elle en réalité, son livre manifeste un courant d'idées beaucoup plus large. Ce courant est même systématisé dans certains groupes qui se réclament du mouvement des femmes, mais c'est une tendance seulement, dans la mesure où c'est une tentation plus générale. C'est pourquoi d'ailleurs elle est systématisée, et c'est aussi pourquoi, et parce que ce livre en offre la seule expression écrite à ce jour, il nous intéresse. Les raisons pour lesquelles le livre d'Annie Leclerc et le courant de pensée qu'elle représente débouchent du proto-féminisme sur l'antiféminisme sont fondamentalement simples. Annie Leclerc reste sur le terrain des hommes, sur le terrain de l'idéologie et, dans son explication de l'oppression des femmes et dans son accusation des hommes. Tout son système de pensée repose sur l'idéalisme et ses variantes, naturalisme, biologisme. Toute son argumentation reprend les prémices fondamentales et liées de l'idéologie dominante. Premièrement, les hommes et les femmes tels qu'ils sont aujourd'hui et la part des uns et des autres sont des entités données, sinon naturelles. Leur hiérarchisation intervient après et indépendamment de ces divisions et de leur contenu. Donc, ouvrez les guillemets, elle cite un exemple. Le partage entre tâches de femmes et tâches d'hommes s'est fait selon d'autres critères que ceux de l'oppression sociale. Mais ce partage, une fois instauré, reconnu, l'homme a tout fait pour qu'il soit conçu comme une séparation entre une bonne et une mauvaise part. Fermez les guillemets. Et, nouvel exemple, donc on ouvre de nouveau les guillemets, la division et répartition des tâches et rôles s'est faite originellement de façon judicieuse et rationnelle. Fermez les guillemets. Deuxièmement, les idées mènent le monde, ce sont les valeurs qui déterminent l'organisation sociale et non l'inverse. Exemple, ouvrez les guillemets, j'ai cherché au nom de quoi ils exigeaient, méprisaient, pouvaient se glorifier, et j'ai trouvé leurs valeurs inscrites au firmament de la grandeur et de la dignité humaine. Fermez les guillemets. De l'idéalisme, point de suspension. Dès lors qu'elle prend le prétexte, ce au nom de quoi les hommes oppriment les femmes, les raisons qu'ils en donnent, pour la cause, les raisons réelles de l'oppression, dès lors qu'elle ne remet pas en question la division du travail, ce qui est d'ailleurs logique si tout se passe au plan des valeurs morales, le terrain est prêt pour la suite. Donc ouvrez les guillemets, une citation. La dévalorisation de la femme et son statut d'infériorité s'articulent dans la dépréciation, le mépris, le dégoût de ce qui lui est, soit traditionnellement, soit naturellement, imparti. Fermez les guillemets. Il faut admirer ici comment avec un « soit », on met sur le même pied différence naturelle
et division traditionnelle, donc sociale, du travail. La confusion qu'elle fait, ou plutôt entretient, entre deux ordres hétérogènes de phénomènes est parallèle à la confusion entre hommes et femmes naturels et hommes et femmes comme catégorie sociale. C'est la pierre d'achoppement de tout son raisonnement, et il se trouve que c'est aussi le fondement de l'idéologie sexiste. Ce biologisme conduit inévitablement à l'idéalisme. En effet, du moment où le partage culturel des activités sociales est égalé à et traité comme la différenciation des fonctions biologiques de reproduction, la problématique de la valorisation s'impose. À propos des fonctions biologiques, on peut penser a priori que, puisqu'elles sont un donné, l'oppression ne peut venir qu'après, du moins jusqu'à ce que l'on constate que même là, elle ne consiste pas seulement en dépréciation et que celle-ci sert d'autres buts qu'elle-même. Si donc l'on traite les fonctions sociales également comme un donné, la seule question est en effet celle de leur appréciation subjective. On voit concrètement comment le naturalisme soutient l'idéalisme. En effet, du moment où le partage culturel des activités sociales est égalé à et traité comme la différenciation des fonctions biologiques de reproduction, la problématique de la valorisation s'impose. À propos des fonctions biologiques, on peut penser a priori que puisqu'elles sont un donné, l'oppression ne peut intervenir qu'après, du moins jusqu'à ce que l'on constate que même là, elle ne consiste pas seulement en dépréciation et que celle-ci sert d'autres buts qu'elle-même. Si donc l'on traite les fonctions sociales également comme un donné, la seule question est en effet celle de leur appréciation subjective. On voit concrètement comment le naturalisme soutient l'idéalisme. Cependant, de leur point de vue même, la conjonction n'a pas que de bons résultats, car elle mène à une tautologie. Étant donné ces prémices, en effet, la phrase citée plus haut peut se réécrire ainsi. Si l'on considère comme un donné le partage des fonctions sociales, la dévalorisation des femmes a pour source la dépréciation de leurs travaux. Fermez les guillemets. Mais la deuxième partie de la phrase suppose une articulation qui est véritablement superflue. Car si fonction sociale égale fonction naturelle, faire certains travaux, c'est tout simplement faire un travail de femme. Et quelle est la différence entre être une femme et avoir une activité de femme? La phrase se réécrit alors, ouvrez les guillemets, la dévalorisation d'être femme a pour source la dévalorisation d'être femme. Fermez les guillemets. Plus loin, l'équation s'est augmentée d'un nouveau terme. Ouvrez les guillemets. Jamais l'infériorité prétendue de la femme n'aurait pu donner naissance à une exploitation solide. Jamais même cette infériorité n'aurait pu être conçue si les tâches domestiques qui lui revenaient ne passaient pour viles, sales et indignes de l'homme. Fermez les guillemets. Ici, le renversement de la causalité est à 3 étages. L'infériorité, facteur idéologique, y est la cause de l'exploitation. Et cette infériorité a elle-même pour cause un autre facteur idéologique, la dépréciation de la part des femmes. Si l'équation précédente menait à une tautologie, celle-ci est bourrée de paradoxes. Les travaux domestiques ne sont pas ingrats en eux-mêmes, mais décrétés tels, et ceci est la cause de la prétendue infériorité des femmes, elles-mêmes cause de leur exploitation. Mais comment les hommes peuvent-ils être en mesure d'imposer leur appréciation négative des travaux domestiques avant d'être en situation d'imposer tout court, c'est-à-dire de dominer? Si les travaux domestiques sont naturels pour les femmes, comment s'étonner qu'ils soient jugés indignes d'eux par les hommes? Comment peuvent-ils même être jugés indignes d'eux, puisqu'ils leur sont impossibles tout simplement dans cette optique, comme il leur est impossible d'être des femmes? Continuant courageusement dans son impasse, Annie Leclerc dit, ouvrez les guillemets, on ne saurait prétendre détruire l'idée de son infériorité, de la femme comme toujours, ou le fait de son exploitation, si l'on ne s'attaque aussi et particulièrement au dédain, au mépris ou à la pitié, c'est pareil, du sort de la femme, qu'il soit biologique, règle, enfantement, ou traditionnel, tâche domestique par exemple. Fermez les guillemets. On se demande où est l'exploitation,
Car si les tâches domestiques sont le sort entre guillemets de la entre guillemets femme, et si ce qui fait problème c'est qu'il soit réputé ingrat, c'est que cette réputation est injuste, donc fausse. Le sort n'est pas ingrat. Comment peut-elle s'insurger à la fois contre le sort misérable de la femme, contre le fait qu'il soit injustement jugé misérable? En quoi précisément consiste l'exploitation? Consiste-t-elle seulement en l'injustice de la dépréciation du sort de la femme, ou bien cette dépréciation donne-t-elle lieu à une exploitation d'un sort en lui-même ni ingrat ni misérable, et si oui, quelle est cette exploitation? L'idéalisme a conduit Annie Leclerc dans cette impasse analytique, prendre les faits, la dépréciation, c'est-à-dire la rationalisation, pour la cause, l'exploitation, et dans une impasse politique, cette analyse implique en effet qu'il s'agit de changer non la réalité de la vie des femmes, mais l'appréciation subjective de cette réalité. L'exploitation réelle, matérielle des femmes n'est ni discutée ni même décrite. Elle n'est mentionnée que pour être postulée, moins importante que la dépréciation dans le monde des valeurs, conséquence à la limite fortuite de cette dépréciation. Ce thème est repris au chapitre des bénéfices que les hommes retirent de l'oppression des femmes. Ouvrez les guillemets. La femme n'est pas premièrement et fondamentalement exploitée. Elle est bel et bien opprimée, mais d'une toute autre façon. Il, l'homme, attend d'elle bien d'autre chose que ce qu'il prélève sur l'esclave, le nègre et le bougnoul. Ce qu'il veut d'elle, c'est d'abord la reconnaissance. Fermez les guillemets. La distinction qu'Annie Leclerc opère entre une oppression des femmes qui serait d'abord psychologique et l'oppression de tous les autres êtres humains qui serait d'abord matérielle est aussi arbitraire qu'elle est radicale. Toute oppression produit un bénéfice psychologique, la reconnaissance entre autres bénéfices. C'est manquer singulièrement de culture politique et tout simplement d'informations sur les mouvements politiques contemporains que d'ignorer ce fait. Pas besoin même de voyager. Les militants noirs américains, que dis-je, jusqu'à des sociologues, ont écrit à ce sujet en ce qui concerne les relations noir-blanc dans le Sud. Et si on répugne aux traductions, Aimé Césaire et Frantz Fanon ont écrit en bon français. Le dévouement, l'admiration des esclaves et des serviteurs sont les thèmes de toute une littérature émouvante. Gustave Flaubert et Jacques London, pour ne citer que cela, y ont consacré des nouvelles immortelles que tout le monde connaît. Il reste que la reconnaissance est un bénéfice parmi d'autres et qu'elle est aussi un moyen d'obtenir les autres. Elle permet, premièrement, de voiler le caractère d'extorsion des services rendus par les opprimés, de les faire apparaître comme des dons volontaires. Deuxièmement, de voiler les mécanismes de cette extorsion. Ainsi, le serf ne donne pas, ce n'est pas vu comme donnant, son travail gratuitement au seigneur parce que celui-ci s'est approprié les moyens de production, la terre, mais en reconnaissance de sa protection contre les autres seigneurs, c'est-à-dire contre lui-même. Troisièmement, et surtout à l'extorsion de prendre des formes diversifiées. Et ceci distingue non l'oppression des femmes des autres oppressions, mais les oppressions d'allégeance, de dépendance personnelle, esclavage, servage, mariage, des oppressions de dépendance impersonnelle vis-à-vis d'une classe, comme l'exploitation capitaliste. Les dépendants personnels, vis-à-vis d'un individu, l'épouse, le serf, l'esclave, ne doivent pas une prestation précise en nature ou en temps au maître, mais leur capacité de travail tout entière, que le maître peut utiliser comme bon lui semble. Quatrièmement, enfin, la reconnaissance, l'admiration, l'amour sont évidemment des satisfactions en elles-mêmes. Parce que l'homme, pour reprendre les essences d'Annie Leclerc, peut parfois se passer d'un travail précis, en effet, la corvée due par la femme est multiforme, Annie Leclerc en déduit qu'il peut toujours se passer de sa force de travail. Parce que la reconnaissance est un des bénéfices de l'oppression, elle en conclut qu'il est le plus important. Parce qu'elle l'a décrété le plus important, elle saute à la conclusion que c'est le bénéfice déterminant, que les bénéfices matériels n'en sont d'une part que les sous-produits et d'autre part des sous-produits contingents non nécessaires. On voit clairement l'idéalisme et son avatar, le psychologisme, à l'œuvre. Annie Leclerc prend la façon dont l'oppression est à la fois justifiée et vécue pour sa cause réelle, et elle en conclut, ouvrez les guillemets, qu'il, l'homme,
là, la femme, fasse parfois suer sang et eau et se tuer à l'ouvrage n'est qu'une conséquence particulière de leur type de relation et n'est nullement déterminant. Fermez les guillemets. Conséquence particulière de leur type de relation, comme c'est joliment dit, et comme c'est un joli rien, car qu'est-ce qui, entre deux personnes ou entre deux groupes, n'est pas une conséquence particulière de leur relation ? Quand on a fini d'admirer, on reconnaît bien là le discours de l'idéologie pour lequel les femmes font le ménage, non parce que c'est ainsi qu'elles gagnent leur vie, mais par amour, librement, entre guillemets, pour lequel ce n'est qu'un accident statistique, une coïncidence fortuite, si toutes les femmes choisissent de prouver leur amour de la même façon et aux mêmes heures. Une fois la reconnaissance posée comme le mobile et le bénéfice, l'oppression matérielle des femmes est automatiquement exclue comme mobile et bénéfice. Elle reste comme fait et fait gênant. Mais la théorie de la reconnaissance va nous montrer qu'elle n'est nécessaire que d'un point de vue psychologique. Ouvrez les guillemets. Il a fallu que les travaux domestiques soient vécus comme bas, ingrats. Il a bien fallu que la femme souffre pour témoigner de sa reconnaissance. Fermez les guillemets. La boucle est bouclée. La souffrance des femmes n'est pas due à leur exploitation, c'est au contraire leur exploitation qui est dérivée de leur souffrance. Elle n'est qu'un moyen de les faire souffrir. Et les faire souffrir n'est même pas le but recherché, la souffrance n'est elle-même que le moyen de la preuve du dévouement. Ce n'est la faute de personne si le dévouement ne se prouve que par la souffrance. Là, elle met entre parenthèses un point d'interrogation. Et c'est aussi un pur hasard si dans le process de souffrir, les femmes accomplissent quelques travaux dont les hommes bénéficient, toujours par hasard. Il serait aussi content si les femmes pouvaient souffrir sans rien faire. C'est une théorie intéressante en ce qu'elle montre comment, non contente de profiter des leçons d'idéologie d'époques différentes, Annie Leclerc a su les intégrer. On retrouve aussi bien la doctrine vulgaire du XIXe siècle, selon laquelle la richesse des riches n'était qu'une manifestation, une rétribution de leur supériorité morale, et la pauvreté des pauvres, le résultat, la punition de leur immoralité, que la doctrine plus scientifique entre guillemets, qui à la même époque faisait de la plus-value la récompense de l'abstinence du capitaliste, que le psychologisme triomphant du XXe siècle, la psychanalyse, dont on a vu avec le film de Liliana Cavani, Portier de nuit, les expressions les plus édifiantes et qui explique les camps de concentration par le masochisme des juifs, l'oppression des femmes par le sadisme des hommes. Enfin, Annie Leclerc opère la jonction entre psychologisme et biologisme, autre avatar de l'idéalisme, ce qui n'est pas pour surprendre puisque psychologisme, biologisme et idéalisme sont les trois mamelles de l'idéologie. Le renversement de la causalité, la croyance que la superstructure idéologique, la dépréciation des femmes, est la cause et non l'effet de l'organisation sociale, n'est pas une interprétation idéaliste parmi d'autres, c'est l'idéologie même. Le naturalisme, version vulgaire du biologisme, est à la fois l'expression et le soutien de l'idéalisme. Car la théorie entre guillemets susmentionnée exige que le partage des tâches entre femmes et hommes soit considéré comme dérivant de et du même ordre que la division sexuelle dans la procréation. C'est une condition indispensable pour situer la problématique de la valorisation au niveau des valeurs morales et à ce niveau seulement, abstraction faite de la base matérielle de la valeur. L'idéalisme a encore besoin du biologisme en ceci. Il pose que les idées, les valeurs, mènent le monde et, plus précisément, déterminent l'organisation sociale. Le lieu d'origine de ces valeurs doit donc être recherché en dehors de la société. Que cette origine soit immanente, appartenant à l'ordre de la nature, ou transcendante, appartenant au ciel platonicien des idées, ne fait guère de différence. La preuve en est que l'on passe facilement de l'un à l'autre. L'attribution de valeur à la nature n'est pas que la projection au sol du ciel platonicien. Dans les deux cas, les valeurs sont extrasociales et extra-humaines. Immanence et transcendance sont les deux modes interchangeables de la projection par la société de ses créations hors d'elle-même, grâce à quoi, comme l'a dit Marcel Mauss, l'homme, en l'occurrence Annie Leclerc,
se paie de la fausse monnaie de son rêve. Le biologisme n'est donc qu'une des formes de la démarche qui consiste à tenter de trouver hors du social l'explication du social. Mais c'est une forme que l'on rencontre nécessairement à un moment ou à un autre de cette démarche. Aussi n'est-il pas étonnant qu'Annie Leclerc, dans sa recherche de la production immanente de valeurs transcendantes, en arrive à cette aberration à laquelle sa démarche la condamnait à plus ou moins brève échéance. L'origine des valeurs d'oppression, dans sa problématique valeurs masculines, réside dans le mode d'éjaculation des hommes. On a bien lu. Utiliser le mode de pensée des hommes et des autres oppresseurs, car je ne pense pas que l'idéologie soit sécrétée comme une hormone, c'est-à-dire par une biologie quelconque, ne peut, par hypothèse, expliquer ni éclairer l'oppression des femmes, et Annie Leclerc le prouve à contrario. L'idéologie ne peut être utilisée contre elle-même, et dans ce sens, le terme de contre-idéologie est faux, car une contre-idéologie véritable serait une analyse qui démasquerait l'idéologie pour ce qu'elle est, une idéologie. En inverser les résultats par la même méthode ne traduit pas l'idéologie, ne produit pas une contre-idéologie, mais une autre idéologie, ou plutôt une autre version de la même idéologie. C'est précisément ce qu'Annie Leclerc fait. La lutte idéologique est utile à deux titres, c'est-à-dire qu'elle a deux sens ou deux fonctions principales. Premièrement, analyser l'idéologie dominante en tant qu'idéologie, c'est-à-dire en tant que rationalisation de l'oppression des femmes. Or, on ne peut la prouver rationalisation qu'à condition de la prouver fausse et utile au système. Cette démonstration implique, mieux exige, que l'on produise une explication non idéologique, non idéaliste de l'oppression des femmes, de même que la démystification de l'idéologie est nécessaire à la production de cette explication. Deuxièmement, acquérir une autre image de nous-mêmes, ce qui exige la destruction de l'image négative que l'idéologie donne aux femmes. Mais pour cela, il ne suffit pas que le contenu de l'idéologie, l'image négative, soit démasqué comme faux, encore faut-il qu'il soit identifié comme idéologique, que ce faux contenu soit rapporté à ce qui le produit et ce qu'il justifie, l'organisation sociale et plus précisément l'organisation oppressive de la société. Or, pour la même raison que le livre d'Annie Leclerc n'a pas atteint le premier objectif, expliquer l'oppression des femmes, il n'a pas non plus atteint le deuxième. Point de suspension à l'idéologie. Si on y regarde attentivement, l'argumentation d'Annie Leclerc est très exactement l'idéologie sexiste vue dans un miroir, inversé mais identique. Comme l'idéologie sexiste, elle assoit l'antagonisme des sexes sur un antagonisme de valeurs. Et comme les hommes prouvent l'infériorité des femmes, elles prouvent leur supériorité. Comme l'idéologie sexiste, elle doit, pour ce faire, recourir à un ordre naturel des valeurs. Celle-ci est généralement défavorable aux femmes. Annie Leclerc en conclut non que l'ordre naturel des valeurs est une construction idéologique, mais qu'on en a fait une fausse lecture, ou peut-être même qu'on en a forgé un faux, qu'on a remplacé le véritable ordre qui existe par une contrefaçon. Toute sa démonstration va consister en cela. Mais d'abord, elle doit poser, comme toutes les idéologies, une valeur suprême, une valeur en soi, qui ne doivent sa valeur qu'à elle-même, et qui est donc la source et la mesure de toutes les autres valeurs. Cette valeur, c'est la vie. La valeur vie abstraite est à la fois la rencontre du biologisme et de l'idéalisme, et leur apothéose commune. Comme les autres mesures sont déposées au pavillon des Sèvres, Annie Leclerc dépose la mesure vie au ciel des idées platoniciennes, ciel qu'elle appelle firmament des valeurs, en lieu des fausses valeurs masculines qui en ont usurpé la place. Ceci fait, il ne lui reste plus qu'à démontrer que les valeurs masculines sont mesurées à cette valeur, dénuées de valeur. Et elles ne peuvent que l'être dès lors qu'elle les appelle « valeurs de mort », entre guillemets. À cet effet, elle choisit habilement, c'est-à-dire arbitrairement, un certain nombre de textes de phallocrates ou d'abrutis notoires, comme Malraux, ce qui n'est pas de jeu,
ou interprète habilement, c'est-à-dire arbitrairement, des citations tronquées de phallocrates moins notoires, comme Sartre. Enfin, elle appute toujours aussi habilement, c'est-à-dire par une généralisation abusive, les résultats de son interprétation à l'ensemble des hommes, c'est-à-dire d'une catégorie présumée biologique. Je ne nie pas que cela procure de grandes satisfactions à certaines femmes, ou une certaine satisfaction à un grand nombre de femmes. Il est toujours amusant de montrer à l'ennemi qu'on peut retourner sa problématique. Mais il y a une grande différence entre se divertir et croire posséder l'arme absolue. Et il est dangereux de confondre les deux. De la même façon que l'on a retourné l'ennemi pour re-retourner cette arme-là, etc. Ce qui est surprenant, ce n'est pas qu'Annie Leclerc joue à ce petit jeu, mais qu'elle y croit vraiment. L'inversion à laquelle elle soumet la démarche masculine devrait en démystifier pour elle non les seules conclusions, mais cette démarche même. Si cette valeur suprême, valeur étalon, existait, elle serait réellement extérieure aux différents auteurs, et donc la même pour tous. Or, là où Annie Leclerc voit la valeur suprême dans la vie et la capacité de la donner, Saint-Augustin la voit ailleurs, ne me demandez pas où. Tous les deux, et je devrais dire tous les 15 ou tous les 15 millions, ont choisi leur mesure en fonction des résultats auxquels ils voulaient parvenir et qui étaient établis à l'avance. Contre ses propres mises en garde, Annie Leclerc utilise tout au long ce qu'elle appelle la parole de l'homme, le système de pensée de l'oppression et ses procédés. Tout son livre est un exercice de rhétorique entre guillemets masculine, idéologique. On y retrouve tous les procédés de cette rhétorique, la simplification, la réduction, la confusion entre la partie et le tout, la substitution de l'analogie à l'analyse. Ces procédés sont particulièrement flagrants dans le morceau de bravoure sur le mode d'éjaculation entre guillemets. Pour en arriver à déduire le mode de fonctionnement existentiel de toute une catégorie d'individus concrets, du mode de fonctionnement, ou plutôt de l'interprétation du fonctionnement d'un de leurs organes physiques, il faut d'abord se livrer sans scrupule à quelques sophismes sortis tout droit de la pensée magique. Premièrement, passer sans autre forme de procès du fait de la sexuation physique à l'hypothèse traitée comme un postulat, alors que même l'hypothèse n'a à ce jour pas l'ombre d'un fondement, de la sexuation psychique. Deuxièmement, postuler encore, postuler, il en restera toujours quelque chose, une chose non seulement difficile à imaginer, mais carrément impossible, la reproduction au niveau psychique de mécanismes physiologiques. Troisièmement, postuler encore que le fonctionnement de la personne tout entière est aptement, suffisamment décrit, expliqué par le fonctionnement de certaines de ses cellules. Quatrièmement, déconsidérer complètement l'intervention de la conscience qui non seulement distingue le niveau psychique des autres niveaux, mais le fonde en tant que niveau. Et enfin, en échange, si on peut dire de cette déconscientisation du psychisme, décrire des process physiologiques par des termes qui ne s'appliquent qu'à des phénomènes de conscience, activité, passivité, etc. Bref, injecter dans le physiologique la conscience refusée au psychique. On reconnaît là le raisonnement même qui a permis à Saint Paul, Freud, Suzanne Millard, Saint-Augustin, Ménie-Grégoire et j'en passe, de fonder leur théorie de la féminité, entre guillemets. On reconnaît là le raisonnement qui permet d'inférer scientifiquement, entre guillemets toujours, la passivité des femmes, être totaux dotés de conscience, de la passivité imputée à l'ovule dans le processus de procréation, et l'activité des hommes, être totaux, etc., de l'activité prêtée à un spermatozoïde lors du même process. Que fait Annie Leclerc ? Elle inverse purement et simplement les conclusions, mais en reprenant les mêmes prémices. Attribuer les valeurs de mort au mode d'éjaculation, c'est le retour à l'envoyeur du tota mulier in utero, totus vir in ejaculatio. Cette inversion est encore manifeste dans la conclusion de la fable des origines qu'elle ne nous épargne pas plus que Freud, Engels, etc. Elle n'a même pas le mérite de l'originalité dans l'inversion.
Mead en 1966, Bettelheim, Heiss, entre autres, ont depuis longtemps prouvé un parallèle à l'envie du pénis. Peur de la castration chez Heiss, jalousie du pouvoir d'enfanter chez Mead et Bettelheim deviennent chez elles, entre guillemets, ressentiment de l'homme contre sa mère. Fermez les guillemets. La tentation n'est pas nouvelle de vouloir expliquer le social par le psychologique. Au contraire, elle est vieille comme le monde. Il semble qu'en Chine seulement, on commence à comprendre que le recours à la nature humaine est la marque de la pensée réactionnaire. Rien dans ce livre ne donne, je dirais, même pas une explication, mais le début de l'ombre d'une clé pour aborder le problème de l'oppression des femmes. Qu'il s'agisse d'aujourd'hui ou des origines, partout on aboutit à la même impasse parce que partout on retrouve la même méthode, parce que partout l'idéalisme sévit. Annie Leclerc a fait une liste des mobiles, mais en même temps qu'un tas de mauvaises raisons ne font pas une bonne raison, un tas de mobiles ne donne pas un moyen. La question de départ est toujours posée. Que les hommes aient envie, besoin de reconnaissance, soit, et sont-ils les seuls ? Mais qu'est-ce qui leur donne les moyens de l'obtenir ? Et leur biologie les condamnerait-elle à déprécier les valeurs de la vie ? Ou on ne s'expliquerait pas, même en acceptant cette hypothèse aberrante, ce qui leur permet d'imposer leur contre-valeur, entre guillemets. Libre à eux d'éprouver du ressentiment contre leur mère, et même pire encore. Mais entre la haine, même la plus intense, et je veux bien pour Annie Leclerc l'imaginer très noire, et la vengeance, entre le sentir et l'agir, il y a un immense pas, celui de la possibilité instrumentale. Et c'est le seul qui nous intéresse, et comme par hasard, celui qu'ils sautent tous. Comme l'a déjà noté Beauvoir à propos d'Engels, on donne à la domination des hommes des raisons qui la présupposent. La prédominance de leurs valeurs est un bon exemple de ces raisons qui n'en sont pas. L'invalidité de la démarche d'Annie Leclerc ne provient pas de ce qu'elle a choisi de situer son discours au niveau des valeurs. Ceci, à soi seul, risquerait au plus de réduire l'intérêt de son livre, parce que cela a déjà été fait, et même souvent. Plus d'une ou même d'un auteur a montré, et avec conviction, que la dépréciation des femmes était non seulement injuste, mais en contradiction avec les valeurs avouées de notre culture. Quant au contraste entre les poursuites mesquines des hommes et leurs prétentions, il a rarement échappé aux femmes, et elles ne se sont pas privées de le mettre en évidence, sûres de toujours taper dans le mille. Bien sûr, ça soulage, et il ne faut pas cracher sur les occasions de rire. Mais Annie Leclerc sait, elle le dit quelque part, que si le ridicule tuait, l'espèce même serait en voie de disparition. Qu'espère-t-elle alors de la percée du ridicule ? L'invalidité de sa démarche ne vient pas non plus, au contraire, de son effort bienvenu pour s'attaquer aux mythes qui font de la biologie des femmes un handicap en soi. Cette lutte idéologique-là est bonne et utile et nécessaire, et c'est sans doute pourquoi ce livre, quoique dans l'ensemble réactionnaire, n'a pas été indifférent aux féministes radicales. Sa faute, son péché même, consiste en ceci: ne jamais rapporter les valeurs à l'organisation sociale et matérielle. Ceci serait une simple omission si elle avait choisi de parler des valeurs, comme beaucoup d'autres, à un niveau purement descriptif. Mais elle ne se borne pas là, elle leur attribue un rôle causal dans l'oppression d'une part, et qui plus est, elle explique ces valeurs par d'autres valeurs. Il ne s'agit donc plus du choix d'un niveau de description, mais du choix d'une théorie explicative. Omettre de rapporter les valeurs à l'organisation sociale au niveau de la description ne dessert pas l'idéologie. En revanche, choisir de privilégier les valeurs à un niveau explicatif fait plus. Cette démarche résume l'idéologie de l'oppression. Ce parti pris invalide les deux objectifs du livre, la reconquête par les femmes d'une image positive de leur être biologique, la production d'une théorie de l'oppression. Même le traitement de la dépréciation du sort biologique des femmes est déformé et frappé de nullité par l'idéalisme d'Annie Leclerc. La raison essentielle, que je ne peux développer ici, en est que la récupération d'une image positive de nous ne passe pas seulement ni principalement par la récupération d'une image positive de nos fonctions procréatives. Elle passe aussi et surtout par la capacité de nous définir autrement que par ces fonctions,
par la récupération comme spécifique des femmes, c'est-à-dire partie aussi intégrante et définissante de nous-mêmes, de nos organes et fonctions non procréatives. Or, si le livre d'Annie Leclerc tend à revaloriser les fonctions procréatrices, il tend aussi à nous y enfermer, à y réduire notre être, notre jouissance, notre valeur, et même toute valeur, la valeur indéniable, originelle de la femme, l'adéquation vie-jouissance. Bref, elle continue à définir les femmes comme les hommes, comme l'idéologie les définissent, par rapport aux hommes, et plus précisément par notre utilité pour eux, qui réside dans la faculté de mettre au monde la seule chose qu'ils ne puissent pas faire. Même la revalorisation nécessaire des règles et de l'enfantement est politiquement déformée par l'idéalisme, la non-prise en considération de la réalité sociale. Qu'on ne puisse, à partir des prémices d'Annie Leclerc, produire une théorie de l'oppression va de soi, dès lors qu'on a vu que ces prémices sont idéalistes. Il reste à le démontrer à propos de 2 exemples, les règles, le naturellement imparti, et le travail domestique, le traditionnellement imparti. La revalorisation des règles. Il est certes utile de revaloriser notre corps, notre façon physique être au monde, mais cela n'a de sens que comme partie du combat global. Or, Annie Leclerc, d'une part, dissocie cet objectif de la lutte politique collective qu'elle n'envisage pas, d'autre part, même au niveau où elle se situe, elle laisse régner une grande ambiguïté due justement au fait qu'elle isole totalement le niveau idéologique, qu'elle le considère comme le plus important, comme indépendant des autres niveaux, comme le seul champ de lutte. Par exemple, elle n'utilise que les mots dénotant les actes les plus physiques, vagin, accouchement, etc. Dans les règles, dans l'accouchement, il y a un élément physique, non social. Mais il y a aussi un élément social. Les deux ne sont pas distinguables dans la réalité. Mais le fait demeure cependant que les règles ne sont pas seulement un phénomène physique. C'est bien ce que dit Annie Leclerc d'ailleurs, mais implicitement, quand elle plaide pour une attitude différente vis-à-vis des règles. Elle implique bien que la façon dont les règles sont vécues est contingente, peut changer, que le sens des règles peut être autre. C'est bien reconnaître que ce sens n'est pas donné avec et dès l'écoulement du sang, mais par la conscience, comme toute signification, et donc par la société. Mais la culture n'impose pas seulement un sens à un événement qui, appartenant à la physis, en est lui-même dépourvu. La société, la culture, impose ainsi une forme matérielle dans laquelle cet événement est vécu, ou plutôt moulé, d'une façon contraignante. Un accouchement pur, entre guillemets, n'existe pas, mais des accouchements en Europe, en Afrique, en Polynésie, etc. On n'a pas les règles, entre guillemets, les mêmes dans tous les milieux, dans tous les pays, mais ces règles différentes dans chaque culture et dans chaque sous-culture. En Occident, on ne trouve pas les règles désagréables seulement parce que la culture dévalorise l'écoulement du sang. C'est un événement matériellement, objectivement désagréable, rendu tel par la société. Il ne s'agit pas seulement de mon attitude vis-à-vis de mes règles. L'attitude des autres, leurs demandes, leurs attentes, leurs exigences sont pour moi aussi concrètes, aussi tangibles qu'une chaise. Les règles sociales sont un cadre matériel de conduite pour l'individu. On doit se cacher de ces règles. Ceci n'est pas une invention de mon esprit, mais une contrainte qui m'est imposée et qui est tout à fait extérieure à et matérielle pour moi. Comme le dit Annie Leclerc elle-même, on m'impose de me comporter comme les autres jours. Or, ceci est matériellement difficile, quelles que soient mes valeurs, et quelle que soit mon interprétation de l'écoulement du sang, je ne peux pas ressentir cette obligation de dissimulation comme quelque chose de désagréable. Non seulement je ne peux pas en parler, mais ce n'est pas un motif valable d'absence. Quand j'étais petite, à chaque fois que j'avais mal au ventre pendant mes règles, je parlais des crises d'appendicite. Je n'ai pas le droit d'avoir mes règles, et c'est dit très simplement et très efficacement, en dehors même du tabou de la parole, par le fait que je n'ai pas les moyens de les avoir. Tout est matériellement conçu et fait pour une population sans règles. Avoir des règles en dehors de chez soi est toujours une situation, sinon dramatique, au moins extrêmement embarrassante. Il n'y a ni serviette ni tampon dans les toilettes publiques, il n'existe pas d'endroit où se changer, ni d'endroit où jeter les tampons ou serviettes, on le fait au risque de boucher les WC.
Annie Leclerc note bien ce caractère contraignant. Pourquoi, demande-t-elle, devrais-je être comme les autres jours ? Je ne suis pas comme les autres jours. Mais elle semble ignorer la question essentielle. Comment les femmes pourraient-elles changer d'attitude tant qu'avoir ces règles reste la même expérience concrète ? La société fait tout pour nous faire croire que les conditions matérielles des règles ou de la maternité découlent de l'événement physique, que ces conditions socialement construites sont des conditions naturelles, et nous le croyons pendant longtemps. Beaucoup ne voient la possibilité de supprimer les désagréments des règles qu'en supprimant l'événement physique lui-même. Annie Leclerc suit le même raisonnement, quoiqu'elle en inverse la conclusion. Pour elle aussi, les règles sont entièrement naturelles, mais naturellement bonnes, entre guillemets. Elle ignore de bonne foi, comme la culture le fait de mauvaise foi, que celle-ci a transformé cet événement en soi neutre, en handicap réel. Ainsi, il n'y a pas une, mais deux interventions de la culture. La dévalorisation du corps, de la physiologie des femmes, le handicap matériel créé par les conditions sociales. Les deux ont des liens, bien évidemment. Il est d'autant plus facile pour la société de dévaloriser l'écoulement du sang, le fait d'être femelle, que toute autre femme peut constater que c'est réellement un handicap que d'avoir ses règles. Inversement, il est d'autant plus facile pour la société d'imposer ces conditions comme inévitables une fois les femmes convaincues que les règles, le fait d'être femelle, sont une malédiction naturelle. L'intérêt de la société est de cacher que les règles ne sont pas un phénomène naturel, mais un phénomène construit. Dans cette construction, l'idéologie, l'interprétation du phénomène intériorisée et ressortie par les intéressés sous forme de honte ressentie, joue un grand rôle. Mais cette part idéologique est absolument inséparable de la part matérielle. Les deux sont en continuité et nécessaires l'une à l'autre. Cacher ses serviettes est d'abord une contrainte extérieure, elle provoque la honte subjective. Enfin, dans un troisième temps, la dissimulation apparaît comme l'expression de cette honte alors qu'elle en est la cause. Les femmes, en dévalorisant leurs règles, ne font pas qu'obéir à un lavage de cerveau, qu'adopter des valeurs masculines. Elles réagissent aussi, et d'une façon saine, non masochiste, au handicap réel. En revanche, quand elles dévalorisent les règles en soi, en tant que phénomène physique, en sus de déprécier leur personne, elles acceptent la version idéologique que le handicap est naturel et non social. La lutte consiste donc à séparer, à distinguer ce qui est distinct et que la société confond. Mais quand on n'analyse pas ce qu'il y a de social, de contrainte dans le phénomène pour l'instant vécu par toutes les femmes sous le nom de règles, on fait le jeu de la société. Car il est impossible, si on ne fait pas la part du social, de se sentir fier de quelque chose qui est effectivement désagréable, de valoriser les règles. De surcroît, si c'était possible, cela conduirait, tant que les conditions sont inchangées, à assumer entre guillemets le handicap, comme la société nous le demande. Toute démarche qui tend à nous faire mieux accepter les contraintes sociales est dangereuse et ne peut en aucun cas être qualifiée de libératrice. C'est pourquoi la revalorisation du corps des femmes, entre guillemets, sans autre précision, est un projet extrêmement ambigu. Il peut signifier la lutte contre le handicap réel, seule condition pour la revalorisation de la fonction naturelle. Ce n'est que revaloriser matériellement qu'elle peut devenir subjectivement positive. Et le combat pour changer les attitudes n'est lui-même positif qu'à condition qu'il change quelque chose à la vie concrète des femmes, qu'il débouche sur la lutte contre les contraintes imposées à leur corps. Mais la revalorisation peut au contraire signifier l'abandon de cette lutte. Elle peut aller dans le sens de l'idéologie. Celle-ci dit que toute insatisfaction ressentie par les femmes est un refus de soi-même, de son corps. La revalorisation entreprise par la psychanalyse, la presse féminine, Margaret Mead entre autres, est destinée à nous faire avaler le handicap social dans la même bouchée que le phénomène physique. Cette bouchée-là débouche sur le masochisme. Elle tend à faire accepter aux femmes que s'aimer, c'est aimer la souffrance. La valeur auto-acceptation n'est pas neutre. Elle ne s'adresse qu'aux seules femmes et est d'origine récente.
On peut tracer son histoire qui n'est pas vieille. Elle apparaît au moment précis où le féminisme naît, nouvelle arme idéologique pour faire accepter leur soumission aux femmes. Ainsi, la valorisation ou revalorisation doit être soumise à un examen serré, car elle peut aller dans deux directions parfaitement opposées. Sous un déguisement libérationniste peut se camoufler un nouvel avatar de l'idéologie dominante. Le terme d'auto-acceptation n'est pas suspect seulement à cause de ce contexte historique. Car qu'est-ce que s'accepter ? Qu'est-ce que le soi qu'on accepte ? Dans la mesure où le soi est pris sans question, où il est égalé à la personne historique, où son aspect historique n'est pas mentionné et donc implicitement nié, et que la personne historique est considérée comme personne naturelle, c'est-à-dire une notion ahistorique et réactionnaire. Il semble que la démarche d'Annie Leclerc aille objectivement, quelles que soient ses intentions, par ses omissions et par ses implications, dans le sens de l'idéologie et de la répression des femmes. Le travail domestique ou l'oppression matérielle. Annie Leclerc remarque bien que c'est tout ce que font les femmes qui est sans valeur, et pas seulement le travail domestique. Mais elle revient quand même à la question de la nature intrinsèque, de l'intérêt intrinsèque, de la valeur intrinsèque de ce travail. Or, il est clair que la question n'est pas là, puisque c'est tout ce qui est fait par les femmes qui est dénué de valeur. Comment dispose-t-elle de cela ? Elle répond que les hommes se trompent, entre guillemets, que le travail domestique a une valeur. Elle se place sur le même terrain qui permet à ceux-ci d'affirmer, aussi péremptoirement, qu'il n'en a pas. Elle a tort de ne pas répondre à sa propre question. Que signifie l'intérêt, entre guillemets, d'une tâche ? Car y répondre, c'est répondre que l'intérêt ou la valeur d'une tâche sont sans rapport avec sa nature, qui sont déterminés par d'autres critères. Le rapport de production dans lequel la tâche est effectuée explique à la fois son intérêt subjectif et sa valeur objective, c'est-à-dire sociale. Pourtant, le terme même de valeur aurait dû faire tinter quelque chose à ses oreilles. La valeur, dans notre langue, c'est aussi le prix. Ce qui n'a pas de valeur, c'est ce qui n'a pas de prix, ce pourquoi on n'est pas obligé de payer, ce pourquoi on n'est pas payé. Que signifie l'intérêt d'une tâche, et plus précisément dans cette expression, que signifie tâche ? Le terme est ici mystifiant, en ce qu'il est employé comme équivalent, synonyme de métier ou de travail. Réduire le métier ou le travail à la tâche technique permet de poser une question fausse. En quoi est-il plus intéressant d'accomplir une tâche de PDG qu'une tâche d'instituteur, une tâche d'instituteur qu'une tâche de balayeur ? Le sophisme de la question tient à ce que dans cette problématique, la définition du balayeur est l'homme qui pousse un balai. Mais rien n'est plus faux. Un balayeur est un homme qui pousse un balai pour le compte de quelqu'un d'autre et en échange d'une rémunération dérisoire. On voit donc que le fait même de poser la question de l'intérêt intrinsèque des tâches repose sur la confusion entre la tâche technique et le travail. Or, celui-ci englobe non seulement la tâche technique, mais aussi ses conditions d'exécution et de rémunération en argent et en prestige, la position sociale de celui qui l'effectue, etc. Cette question, qui occulte totalement tous ces facteurs, est donc idéologique et doit être abandonnée point à la ligne. On verra plus loin que ne pas l'avoir abandonnée conduit Annie Leclerc dans d'autres impasses. Annie Leclerc questionne les raisons données pour juger le travail domestique inintéressant. Elle a raison. En tant que tâche, il n'est ni plus ni moins intéressant ou abrutissant que d'autres tâches. La preuve en est qu'on peut soutenir, et à chaque fois de façon aussi convaincante, que le travail domestique est particulièrement expressif et créatif, ou au contraire qu'il est particulièrement répétitif, aliénant, etc. Douter de la validité du jugement devrait logiquement conduire Annie Leclerc à entrevoir au moins que la cause de la dévalorisation du travail domestique ne peut résider dans son intérêt, que les critères employés ne sont pas les bons. Mais non, elle les garde. Elle ne met pas en question les critères eux-mêmes, mais simplement leur utilisation. Elle prend parti dans la querelle stérile, créativité, répétitivité. Elle ne récuse pas la question mais la réponse, sans voir que c'est la question qui est mal posée
et pas par hasard. Dès lors qu'elle peut constater que ce ne sont pas les tâches des femmes qui sont dévalorisées, puisqu'elles le font toutes, mais leur travail, elle devrait être en mesure de poser la bonne question. Pour qui les femmes font-elles ce travail? Dans quel rapport de production est-il effectué? Au contraire, elle persiste à penser que le travail domestique a été dévalorisé parce que jugé inintéressant. À noter qu'elle identifie totalement intérêt subjectif et utilité sociale. Elle persiste à rechercher des critères d'intérêt ou d'utilité, puisqu'elle ne distingue pas les deux, qui seraient extrasociaux, des critères fondés sur une expérience à la fois subjective du sujet, mais qui ne seraient pas relationnels. Elle suit en cela Beauvoir, qui voit, ou voyait, l'expression des femmes comme due à l'immanence de leurs tâches. L'immanence entre guillemets et l'intérêt intrinsèque entre guillemets d'une tâche sont du même ordre. Ce sont deux concepts mystifiants en ce qu'ils supposent et impliquent que les rapports sociaux sont fondés, en dernière analyse, dans des rapports aux choses, au monde naturel. Or, non seulement il n'existe pas de rapport au monde naturel, mais le déguisement des rapports entre les gens en rapport aux choses est une caractéristique bien connue, ou qui devrait l'être, de l'idéologie bourgeoise. Je refuse de citer la page du grand ancêtre. La fable d'Annie Leclerc est un bon exemple de la mise au cul par-dessus tête de l'histoire, typique de la pensée idéologique. Elle y décrit une société hypothétique où les femmes seraient supérieures parce qu'elles donnent la vie, entre guillemets. Elle postule donc une valeur naturelle. Or, cette expression est tout simplement une contradiction dans les termes. La nature ne connaît pas et ne peut sécréter de valeurs. Les valeurs sont le fait de sociétés et des sociétés humaines, comme tout phénomène impliquant la conscience. L'idée que les valeurs de la société pourraient avoir leur source en dehors d'elle, comme l'idée que nos sentiments pourraient venir d'en dehors de nous, est tout simplement un retour au ciel des idées platoniciennes. Tout au long de son exposé, il est clair que pour Annie Leclerc, la hiérarchie sociale est une hiérarchie de valeurs et que ces valeurs non seulement préexistent à l'ordre social, mais viennent de la nature. C'est le renversement, la négation de la pensée matérialiste ou tout simplement politique, pour laquelle, si les valeurs ont une fonction dans la hiérarchie, c'est en tant qu'elle la reflète et la justifie, c'est en tant que moyen créé par et pour elle, et non en tant que cause. Et en avant pour les origines ou une Robinsonade de plus. Fidèle à son parti d'originalité, Annie Leclerc suit la horde des auteurs dans le piège habituel. Elle va rechercher l'explication de la hiérarchie actuelle dans les conditions originelles de l'humanité. Celle-ci étant et pour longtemps inconnue, il ne s'agit là évidemment que d'un prétexte à une projection, injection serait plus juste, classique des conditions actuelles dans un passé plus que passé, projection au terme de laquelle on nous les ressort historicisés entre guillemets. Bien entendu, ce n'est pas à l'histoire proprement dite, qui pourrait se défendre, encore que si peu la pauvre, que l'on fait le coup, mais à une origine entre guillemets que l'on ne peut que reconstituer, en clair, inventer. Cette reconstruction mythique est une négation de l'esprit, sinon de la lettre, de l'historicisme. Ne pouvant en bonne conscience faire procéder l'histoire de la nature, on prétend donc procéder de l'histoire, mais d'une histoire avant l'histoire, d'un moment déshistoricisé et en conséquence naturalisé de l'histoire. Annie Leclerc y va donc de son injection à cette pauvre humanité primitive, entre guillemets, qui en a vu d'autres et qui en verra encore d'autres, car le procédé semble gagner et non perdre de l'attrait avec l'usage. Bien qu'elle ait l'habileté de ne pas citer ses sources, pas plus ici qu'ailleurs, on les reconnaît, c'est la théorie d'Engels qui décidément fait bien de l'usage. Ouvrez les guillemets. La première division du travail est naturelle, c'est la division du travail entre les sexes. Fermez les guillemets. C'est aussi la première, ou disons la plus importante, erreur d'Engels, et Annie Leclerc, qui n'a pas cité ses sources, la reprend entièrement à son compte.
Ayant montré que toute division du travail est la conséquence et le moyen de la hiérarchie et de l'oppression, Engels trouve cependant que celle entre les sexes est naturelle, entre guillemets, et que dans ce cas, mais dans ce cas seulement, attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, la hiérarchie suit et ne précède pas. Il renie sa propre méthode et jette ainsi une ombre non seulement sur cette analyse, mais sur toutes les autres. Car si on peut en renverser l'ordre causal pour les femmes, pourquoi pas pour les autres? Le ver est dans le fruit. 100 ans se sont écoulés depuis, et de nombreuses études ont montré que le contenu de cette division était variable, donc pas naturel. Utilité intrinsèque et utilité sociale. Mais suivons Annie Leclerc qui, elle-même, à la suite de beaucoup d'autres, recherche la cause de la hiérarchisation et de la valorisation différentielle des travaux dans l'utilité de ces travaux. Il est intéressant à ce sujet de comparer les démarches d'Annie Leclerc et d'Elizabeth Gould Davis. Elizabeth Gould Davis soutient que les femmes originelles, entre guillemets, ne faisaient pas ce qu'on croit, mais faisaient des choses, entre guillemets, utiles, agriculture, etc., et que par conséquent, c'est le par conséquent qui est intéressant, elle devait être au sommet de la hiérarchie. Annie Leclerc maintient, elle, que les femmes, entre guillemets, originelles, faisaient bien ce qu'on croit, mais que ces choses sont, aussi utiles que les autres, celles que les hommes faisaient et font. Il s'agit donc soit de montrer que les femmes faisaient des choses jugées utiles pour notre culture, celles qui oppriment les femmes, et qu'on s'est trompé sur la nature de leurs tâches, soit de montrer que les femmes faisaient des choses jugées inutiles, mais en réalité utiles, on s'est trompé sur ce qu'est l'utilité. Tout cela repose sur l'idée naïve que la valeur sociale des travaux est déterminée par leur utilité sociale. Quelqu'un a montré il y a 100 ans que si des gens étaient utiles, ce sont bien les ouvriers. S'agit-il de détromper la classe dirigeante qui, à l'évidence, ne s'aperçoit pas de l'utilité de l'OS? Division du travail, valorisation des tâches et hiérarchie. L'injection est claire ici, puisqu'Annie Leclerc fait la même faute historiquement qu'elle a faite synchroniquement. On sait que le contenu de la division sexuelle du travail varie, mais que, même là où les hommes font ce que les femmes font chez nous, leur travail n'est pas dévalorisé, mais au contraire valorisé. Il faut être aveugle pour ne pas voir que ce n'est donc pas une qualité intrinsèque quelconque de la tâche qui déterminerait l'autorité que commande et le prestige que reçoit son exécutant, mais au contraire l'autorité que commande l'exécutant qui détermine l'appréciation par la société de l'utilité entre guillemets de la tâche. Les sources réelles de la valorisation et de son contraire. Il y a un point commun entre tous les travaux exécutés par les femmes et ce n'est pas leur contenu, c'est leur rapport de production. Et ceci répond à la question d'Annie Leclerc. Pourquoi la part des femmes a-t-elle été jugée inférieure, basse, etc. Il n'est dès lors plus besoin de recourir au contenu de cette part. Il est d'ailleurs impossible d'y recourir puisqu'il est variable. Le jugement alors apparaît pour ce qu'il est, l'expression dans le monde des valeurs morales, des rapports de distribution de la valeur matérielle. Planter du mil ou des patates, quelle différence? Pourtant, dans telle société africaine, l'un est glorieux, haut, l'autre humiliant, bas. Les femmes plantent le mil, approprié par les hommes, et les hommes plantent les patates, appropriées par eux-mêmes. Le haut et le bas expriment donc la réalité de la position sociale des femmes et des hommes. Mais ils font plus, ils justifient ces positions. Dans un renversement typique d'un process idéaliste, dont la consubstantialité avec l'idéologie est ici clairement démontrée, la valeur inférieure du travail des femmes, expression et donc conséquence de leur statut inférieur, est promue cause de celui-ci. Leur dépossession est expliquée, entre guillemets, justifiée, par l'infériorité de leur travail. De même, les femmes et la reproduction sont dévalorisées, non parce que les hommes se trouvent être dominants et parce qu'ils se trouvent ne pas aimer la vie, entre guillemets, mais parce que les femmes font des enfants pour les hommes.
On peut maintenant se poser une autre question, qu'Annie Leclerc ne pose pas, et pour cause. Si tout travail fait dans certaines conditions, ces conditions étant que le produit de ce travail est approprié par un autre que le producteur, et dévalorisé, alors pourquoi, à quoi sert la division du travail ? De fait, si on y regarde de près, cette division n'existe pas tellement en tant qu'attribution différentielle et rigide des travaux d'après leur nature, c'est-à-dire en tant que division technique du travail. A-t-elle jamais existé, au moins dans notre société ? On peut se le demander. Les femmes font de la comptabilité pour leur mari, font les mêmes opérations que des comptables chers payés et respectés, c'est-à-dire valorisés. Elles font de la diplomatie pour leur mari, les mêmes opérations que des diplomates chers payés et respectés, etc. Dès lors que l'on ne confond plus, comme Annie Leclerc, le fait sans arrêt la tâche, le poste de travail, l'opération technique et le travail tout entier, la tâche plus les rapports de production dans lesquels elle est effectuée, on s'aperçoit que d'une part la division technique du travail tend à s'évanouir, à disparaître comme fait empirique sous l'œil de l'observatrice, d'autre part que la valorisation différentielle des travaux ne provient pas de l'aspect technique de la division du travail. On s'aperçoit aussi que la question posée par Annie Leclerc est d'une remarquable circularité. Elle se demande pourquoi un travail donné, par exemple faire de la comptabilité pour son mari, n'est pas prestigieux. Or, ce non-prestige est déjà partie intégrante de ce travail, fait gratuitement pour quelqu'un d'autre. Division technique et division sociale du travail. Si une certaine division sexuelle du travail existe, elle n'est pas liée aux tâches, mais au statut du travail tout entier, dont la tâche n'est qu'une partie. Ainsi, on dit que le travail domestique est réservé aux femmes. C'est vrai, si on entend par là le statut, les conditions d'exécution, les rapports de production de ce travail. C'est faux, si on entend par là les opérations techniques qui le composent au niveau instrumental, laver, repasser, cuire, etc. Les laveurs, repasseurs, cuisiniers effectuent aussi ces opérations techniques. Ce qui fait le travail ménager, ce n'est pas chaque opération particulière, ni même leur somme, mais leur organisation particulière qui est elle-même due au rapport de production dans lesquels se trouve l'exécutante. Le lieu, par exemple, caractère technique, est aussi dérivé du rapport de production. À la maison découle de « gratuitement pour le mari ». Bien entendu, comme tout le monde, Annie Leclerc pense asseoir une analyse synchronique fautive ou inexistante en lui trouvant un siège dans le passé. Elle projette donc ce qu'elle pense être la raison, au sens de bonne raison, de la division sexuelle du travail dans une origine et aboutit à la reconstruction bien connue. On a droit une fois de plus au tableau usé mais toujours aussi écœurant de cette soi-disant horde primitive où toutes les femmes allaitent en même temps, chaque jour et tout le long de la journée, et où tous les hommes chassent en même temps, etc. Elle a plus haut dénoncé comme un mythe l'idée que la maternité est génératrice d'incapacité. Pourquoi faut-il que ce soit un homme, Theodore Sturgeon, qui, le premier, est couvert de ridicule dans une œuvre de science-fiction, ces reconstitutions historiques et leurs auteurs? Qui demande pourquoi les femmes les plus fortes n'auraient pas été à la chasse avec les hommes les plus forts, tandis que les femmes les plus faibles restaient au camp avec les hommes les plus faibles. On mesure la débilité générale quand on est obligé de dire que ceci représente, dans l'état actuel de la question, un courageux effort d'imagination. Car il ne va pas très loin. Cette tentative de se dégager d'une imagerie prégnante, s'il en fut, ne nous sort cependant pas du tableau. Il faut encore mettre en question le postulat de l'importance, plus grande qu'aujourd'hui, de la force dans les premiers âges de l'humanité, celui de la classification des individus selon leur force, et plus encore en deux classes. Pourquoi deux seulement, si on accepte cette classification, ce qui suppose qu'on ait accepté le premier et totalement arbitraire postulat. Dès que le campement originel entre guillemets est évoqué, toutes les divagations, tous les fantasmes sont permis. Fantasmes étrangement ordonnés d'ailleurs, fantasmes collectifs, qui suivent toujours les mêmes lignes. Toutes les femmes sont enceintes ou allaitent en même temps, et mieux, toutes les femmes sont toujours enceintes ou allaitant. La grossesse ou l'allaitement entraîne une incapacité totale à subvenir à ses propres besoins.
Imaginer les femmes perpétuellement enceintes implique qu'elles n'ont pas de contrôle sur leur fécondité. Si elles l'avaient, et si l'on retient l'hypothèse de l'incapacité, elles ne se mettraient certainement pas dans la position d'être incapacitées. Ceci implique donc, et plus on voit de femmes enceintes au campement originel, plus l'implication est nécessaire, que les femmes soient déjà dominées. Il s'agit donc, une fois de plus, d'un raisonnement circulaire. On prétend expliquer la domination par une situation qui présuppose la domination. Quant aux économies originelles, on peut, faute de mieux, étudier les caractéristiques des sociétés les moins développées technologiquement, les sociétés des chasseurs et cueilleurs. Les enseignements recueillis par l'étude de ces sociétés vont très exactement à l'opposé des mythes occidentaux. La cueillette suffit amplement à nourrir les individus. Ce n'est pas une occupation ni ardue ni absorbante. Les femmes ramassent en quelques heures de quoi subvenir abondamment, elles le font tous les jours et trouvent encore le moyen de faire, comme les hommes d'ailleurs, de nombreuses petites siestes, merci bien. Ces mythes sont d'ailleurs contradictoires en eux-mêmes. En effet, même si l'on admettait pour les besoins de l'argumentation que la grossesse et l'allaitement occasionnent non une incapacité totale, ce qui dépasse les limites du bon sens, mais une moindre mobilité, comment pourrait-on expliquer qu'on soit passé de l'incapacité partielle et temporaire de quelques femmes à l'exclusion permanente de toutes les femmes de catégories entières d'activité ou plus précisément de position? Or, on présente ce dernier état, une rigide division sexuelle des activités, comme une conséquence naturelle de la première situation. Très clairement, il ne peut s'agir d'une conséquence naturelle, ni d'un souci de rationalisation du travail. On ne veut pas voir que, dans ce passage, la nature non seulement ne joue, mais ne peut jouer aucun rôle, et qu'il y a donc nécessairement une intervention du social. Or, on essaie de voiler cette intervention en présentant le passage de la situation A à la situation B comme une évolution très graduelle, insensible, etc. Quelle que soit la gradation historique, le temps sur lequel s'étale ce passage, il n'y a pas de gradation, mais un changement abrupt. On passe du naturel au social, et la date ou la durée ne font rien à l'affaire. Les inventeurs de ce passage, aussi souples soient leurs semelles et aussi accommodantes soit leur probité intellectuelle, ne peuvent faire en sorte que là, petit pas ou grand bond, n'arrive pas au même résultat, un effroyable saut épistémologique ou plus simplement logique. Il ne saurait s'agir de proposer une autre reconstruction, d'ajouter une nouvelle pierre à l'édifice, quand ce sont les fondements de celui-ci qui sont branlants. Au contraire, il s'agit de ne surtout pas rentrer dans une problématique inacceptable. En effet, sous couvert de poser une question historique, on pose en réalité une question ahistorique. Quelles sont les raisons naturelles qui ont causé la suprématie des hommes? On postule donc que la société originelle aurait été moins sociale, entre guillemets, que les sociétés qui lui ont succédé. D'autre part, on pense, sans le dire, que si l'on peut prouver que l'oppression des femmes est due en dernier recours à leur faiblesse, on établit du même coup que cette oppression est légitime. Dans ce cas, et dans ce cas seulement, on pense que le fait que la domination soit matériellement possible la rend moralement juste. Il y a donc une interprétation implicite des faits que l'on établit, et cette interprétation, encore une fois réservée au seul cas des femmes, lie inévitabilité et légitimité. C'est d'ailleurs la seule raison pour laquelle on tente de prouver que l'oppression des femmes était inévitable, entre guillemets. Donc, les prémices de cette question comportent déjà un postulat moral, un jugement politique, et un postulat scientifique, entre guillemets, inacceptable. De surcroît, comment y répond-on ? On injecte dans la nature, réputée plus agissante, de cette société mythique et à peine sociale, les constructions et les rationalisations sociales actuelles, en particulier la transformation, par l'oppression, de la biologie des femmes en handicap. En d'autres termes, on attribue à la nature de cette société hypothétique la culture de notre société. Ce ne sont donc pas les réponses, encore une fois, qui sont en question, mais la question elle-même, comme la problématique qui lui sont associées de fait et en sont logiquement inséparables.
la problématique psychologiste et idéaliste de la domination comme conséquence de l'intolérance à la différence, et ses prémices, division naturelle des parts, opposition naturelle des catégories sociales, identification des mâles avec les hommes, des femelles avec les femmes, etc. Ces problématiques doivent être purement et simplement abandonnées, comme les autres fausses questions que nous avons rencontrées, la discussion de l'intérêt ou de l'utilité intrinsèque des tâches, et par voie de conséquence, les problématiques politiques qui en découlent ou leur sont du moins associées, revalorisation des parts, revendication de la différence avec un D majuscule, etc. Ces revendications sont frappées d'invalidité parce qu'elles sont issues de problématiques idéalistes et parce qu'elles-mêmes, et c'est inévitable, sont idéalistes donc réactionnaires. Elles transforment la lutte concrète d'individus concrètes en une oppression concrète, en querelle de valeurs, en combat d'essence, quand ce n'est pas de principe. Nous en sommes arrivés là. Si on constate quelque part une division rigide du travail technique entre les sexes, elle est le fait de la culture et non de la nature. D'autre part, on a vu plus haut que, à tout le moins dans notre société, ce qui est interdit aux femmes, ce ne sont pas certaines tâches, mais de les effectuer dans certaines conditions. Non pas de faire de la diplomatie, mais d'être diplomate. Non pas de monter sur un tracteur, mais d'y monter en tant que patron, ou même ouvrier payé pour le faire, etc. La division technique du travail n'est donc pas nécessaire à la hiérarchie. Dans ce cas, existe-t-elle, et si oui, où et pourquoi ? Ceci serait un objet de recherche valable. La seule hypothèse que l'on puisse faire pour l'instant est que là où elle existe, là où des tâches et non des travaux sont interdits aux femmes, c'est que, pour une raison quelconque, ces tâches n'ont qu'un mode d'exécution. En d'autres termes, là où ces tâches sont indissociables de leur mode d'exécution. De ceci, il résulterait l'hypothèse que les tâches qui ne peuvent être effectuées sur un mode subalterne doivent être interdites aux femmes. En résumé, il apparaît que la division sexuelle du travail n'est pas une division des tâches, mais une division des travaux. Les travaux comportent comme partie intégrante de leur définition le rapport de production, le rapport du producteur au produit. La division des tâches techniques serait un sous-produit de, un artefact social complétant ou se confondant avec, la hiérarchie des statuts, dont la base est évidemment les rapports de production. Par exemple, en Afrique, des rapports de production différents, engendrant des statuts hiérarchisés, les hommes adultes étant propriétaires de leurs produits, les femmes et les cadets étant non propriétaires de leurs produits, correspondent, et rigidement, à des productions matérielles différentes, telle production animale ou végétale étant toujours produite dans un mode donné de production, telle autre production dans tel autre mode. Proto-féminisme ou anti-féminisme ? Aussi, quand Annie Leclerc dit, entre guillemets, « Je ne demande pas pourquoi cette part a été donnée aux femmes, mais pourquoi cette part a été jugée inférieure », fermez les guillemets, est-on très loin du compte, car on ne peut répondre à la deuxième question sans poser la première. Et si elle ne la pose pas, c'est qu'après beaucoup d'autres, elle se demande pourquoi le travail est dévalorisé, puis considère la tâche, en éludant la variable intermédiaire et centrale, le fait que le travail est défini non seulement par la tâche, mais aussi et surtout par le rapport de production, et que dans le travail, c'est celui-ci et non la tâche, qui est dévalorisé pour une raison simple, c'est qu'il est dévalorisant ou valorisant. Le rapport de production est le rapport du producteur à la valeur produite. En conséquence, dès lors qu'une part est attribuée aux femmes, aux noirs, aux prolétaires, il n'importe, non de tâches mais de travaux et donc de rapports de production, la hiérarchie, la valorisation dans les termes d'Annie Leclerc, est instaurée. Elle ne s'instaure ni après, ni indépendamment, mais dans et par le process même de l'attribution des parts, de la division sociale et non technique du travail. La question de l'intérêt subjectif et de la valorisation morale, dans l'ordre des valeurs de la tâche, est résolue. L'intérêt subjectif et la valeur sociale reflètent bien la réalité. La non-valeur objective
objective, la gratuité et l'obligation, l'une et l'autre étant liées, du travail domestique, est reflétée dans la non-valeur subjective de ce travail. Aussi, la revendication d'Annie Leclerc que ce travail soit revalorisé, c'est-à-dire placé plus haut dans l'univers des valeurs désincarnées, est d'abord absurde, mais elle est de plus criminelle. Car une fois qu'on connaît l'origine de la valeur objective, qui n'a rien à voir avec l'utilité sociale, tenter de rehausser la valeur subjective du travail domestique, c'est purement et simplement renforcer le lavage de cerveau qui contribue à empêcher les femmes de se révolter contre leur asservissement. Cette tentative n'est pas nouvelle. Une génération entière d'idéologues américains, au nombre desquels Margaret Mead et Ashley Montagu, je ne prends même pas la peine de citer les psychanalystes, s'y sont employés et n'ont fait d'ailleurs que renchérir sur la glorification vulgaire du rôle d'épouse et de mère en le présentant sous un déguisement pseudo-scientifique et pire, pseudo-féministe. D'ailleurs, la conclusion d'Annie Leclerc est tout à fait dans la ligne de cette école que Caroline Bird appelle néo-masculiniste, l'antiféminisme déguisé en pseudo-féminisme. Les idées de cette école sont simples. La domination des femmes par les hommes est une mauvaise chose et elle doit cesser. Mais il n'est pas question ici de choses triviales telles que la dépendance économique des femmes, que leur oppression matérielle. Non. Tout se passe au niveau des valeurs. Ce qu'on déplore, c'est le manque de considération dont elles sont victimes. De même, les femmes ne font pas un travail, elles portent des valeurs. Valeurs morales, bien sûr, les valeurs du principe femelle, entre guillemets, la douceur, l'amour de la vie, etc. Leur situation seconde, oppression est un mot caca, ou qu'il convient peut-être de garder pour de plus méritants, vient de ce que ces valeurs ne sont pas reconnues à leur juste valeur. Or, ces valeurs, pas les femmes, ont une contribution à faire au monde, dont tout le monde peut constater qu'elles filent un mauvais coton. Justement, aux merveilles, les valeurs féminines, la douceur susmentionnée, la compréhension, le sens d'autrui et pour cause, l'aptitude innée à laver les couches et autres idées platoniciennes contrebalanceraient, si elles étaient entendues, la violence dynamique, le sens de la mort, prométhéen, des valeurs masculines, bonnes en elles-mêmes, qui sont la source jaillissante de la culture. Mais point trop n'en faut. Et comme trop il y en a, voyez toutes ces guerres et maintenant la pollution, causée par les valeurs, vous dis-je. Ainsi, il suffirait de reconnaître et d'utiliser le contrepoison qui, comme le monde est bien fait, pousse juste à côté du poison, les valeurs féminines, pour faire d'une pierre deux coups, équilibrer le monde, le rendre à son équilibre naturel et contenter les femmes. Cette idéologie est non seulement fondée sur l'idée d'une partition totale et sexuelle du monde, mais elle la prolonge et la parfait, c'est le partage du ciel des idées. Mais c'est aussi et surtout appliqué aux femmes la grande idée gaulienne, la participation. Capital et travail doivent se reconnaître mutuellement nécessaires et s'estimer dans cette mesure. Et mutuellement nécessaires ils sont, mais de quelle façon ? La proposition que « sans gibier il n'y a pas de chasseur » n'a pas le même sens pour les chasseurs que la proposition pour le gibier que sans chasseur il n'y aurait pas de gibier. Pour une analyse sans merci de cette idéologie, voire grand ancêtre, 19e siècle, et oui, la participation non plus n'est pas nouvelle. La complémentarité entre guillemets tant vantée par Annie Leclerc, qu'elle soit entre capitalistes et prolétaires ou entre hommes sociaux et femmes sociales, n'a pas d'autre sens. Post-scriptum, encore une fois, cette parole de femme, entre guillemets, a été analysée ici non parce qu'elle serait unique, mais parce qu'au contraire, c'est la parole d'un courant beaucoup plus large. Et ce courant est important, non en raison des idées qu'il défend, qui loin d'être originales sont en tout point celles de l'idéologie, mais en raison de sa signification politique. En effet, les mouvements de femmes ont déclenché, comme on pouvait s'y attendre, une contre-offensive généralisée qui vient de partout. L'université et le gouvernement, la droite et la gauche, et prend toutes les formes, de l'attaque obscène la plus franche à la récupération habile la plus malhonnête, et donc la plus efficace. Indubitablement, la forme extrême et donc la plus dangereuse de cette récupération est celle qui est la plus intérieure, et au plan institutionnel et au plan politique. Or, ce sont les deux caractéristiques du courant que manifeste le livre d'Annie Leclerc
il s'exprime par la voix de femmes et se donne pour un projet de libération. 3 mois après la rédaction de ce texte, l'apparition d'un document « Être femme, enfin » par Righini dans le Nouvel Observateur du 15 mars 1974 confirme, s'il en était besoin, qu'on a eu raison de traiter le livre d'Annie Leclerc non comme une instance isolée, mais comme une des manifestations de ce courant. Righini issue la démarche d'Annie Leclerc et la cite abondamment, en compagnie d'ailleurs de néo-masculinistes d'autres générations, comme Lillard, Breton. Mais Guillotte, qui est anglaise et écrit dans Cosmopolitain de mars 1974, reprend également la même ligne dans ses Confessions d'une ex-féministe. Enfin, il se dit que Paroles de femmes ressemble étonnamment à une transcription des propos qui se tiennent au groupe Psychanalyse et politique, et des femmes de ce groupe accusent carrément Righini de voler leurs idées, l'altérité entre guillemets, la différence entre guillemets. Les degrés d'implication de ces femmes dans les mouvements de femmes sont très différents. Annie Leclerc n'en a jamais entendu parler, Righini les a croisés puis doublés, Guillotte en a fait partie, Psycho et Pau s'en prétendent en partie prenante et intégrante. Les motivations des individus et des groupes divergent sans doute aussi. Enfin, ces initiatives ne sont nullement, de toute évidence, concertées. Mais elles constituent bien un courant, en ce qu'elles présentent, en dépit de cette non-concertation, des traits majeurs communs. Elles partent sincèrement, ou non, la question des motivations individuelles n'est pas pertinente ici, d'une préoccupation avouée de la libération. Elles utilisent, et pour l'analyse de l'oppression et pour l'élaboration des remèdes à la susdite, les problématiques de l'idéologie. Elles aboutissent, logiquement, à un revamping, entre guillemets, de l'idéologie, qui est cette fois, et c'est le plus important, présentée comme une revendication de libération. Tout se passe comme si la meilleure façon d'échapper aux implications perturbantes de la lutte était de prétendre la mener, ce qui permet de faire les mêmes choses qu'avant, mais avec une bonne conscience révolutionnaire, en prétendant que dorénavant, c'est pour d'autres raisons. Tout se passe comme si la résistance à l'interpellation du féminisme était plus efficace de l'intérieur de son mouvement. Comme pour Gribouille, la rivière était le seul lieu d'où se protéger de la pluie. Les positions de ce courant sont présentées comme le résultat de l'utilisation et en même temps du dépassement du questionnement féministe. L'ambiguïté est ici claire, si l'on peut dire. Il est d'autant plus facile de se croire au-delà d'un chemin, non que l'on a parcouru, mais qu'on ne l'a même pas emprunté. De se croire plus loin quand on est seulement ailleurs, mais resté ailleurs, qu'on n'est même pas parti. C'est ainsi que des positions anté-féministes peuvent être présentées comme des positions non seulement féministes, mais même post-féministes, ce qui à soi seul est suspect et ce qui implique, comme on le constate dans tous les cas, une déformation grossière du féminisme. Le grand danger qui guette la lutte des femmes aujourd'hui est celui-ci. Que l'en-deçà de la question féministe soit présenté et vécu comme son au-delà, permettant ou visant à permettre l'économie de la lutte tout simplement. Que l'idéologie qui opprime les femmes, mieux, le système tout entier dont l'idéologie n'est qu'une partie, soit présenté comme une invention, exemple l'altérité, entre guillemets, ou la conclusion de Righini quand c'est une caricature de ma caricature des néo-masculinistes, et un projet de la libération des femmes, car l'antéféminisme, promu post-féminisme, est devenu militant, est l'antiféminisme.